Donc on va passer à la séance de questions-réponses. Tout d'abord, merci pour ces présentations. J'avais une question qui était, je ne sais pas si on peut parler d'un point de détail ou d'une volonté politique d'un des acteurs dont vous avez parlé, monsieur Kay, du fait que le gouvernement chinois, enfin en tout cas la législation chinoise, avait délibéré que oui, il pourrait y avoir du copyright sur des images générées par intelligence artificielle. Quel est leur point de vue là-dessus? D'autant plus que c'est un pays qui, en général, au niveau du copyright, est assez... sur les copyrights étrangers, ils en ont en général assez rien à faire. Pourquoi, dans ce cas-là, ont-ils décidé que, effectivement, les images générées par intelligence artificielle pouvaient être reprises sous copyright? Merci pour votre question. Je vais vous répondre de la meilleure manière qui soit de mon point de vue, mais malheureusement mon chinois est très mauvais et donc j'ai pas lu la décision dans sa version originale. Donc fondamentalement vous avez deux grandes possibilités. Soit vous allez vers l'idée d'une protection, soit vous allez vers l'idée d'une absence de protection dans le régime juridique actuel. Évidemment, on peut envisager des modifications de la législation, on peut envisager plein de solutions. En fonction de la manière dont est abordé le problème, on peut aboutir plutôt à la conclusion qu'une protection est appréciable pour le produit de l'intelligence artificielle ou l'inverse. Les circonstances dans lesquelles c'est intervenu, je ne les connais pas suffisamment pour pouvoir identifier si précisément il y a des éléments qui justifiaient d'aller dans le sens d'une protection. Ça, c'est sur le plan plutôt des considérations sous-jacentes. Sur le plan de l'argumentation juridique, là, de nouveau, j'en profite parce que c'est une phrase qu'on prononce souvent, en fait. Les juristes, quand on est amené souvent à confronter des auteurs et des artistes, c'est rappeler ce que Jean Giraudoux disait dans La guerre de Troie n'aura pas lieu. Le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais le poète n'a interprété la nature aussi librement que le juriste la réalité. Très belle phrase qui veut dire qu'on peut tout faire en droit. C'est-à-dire qu'on a une large part d'interprétation. La notion d'originalité, la notion même d'auteur, sont des notions, des concepts juridiques qui en soi ne figurent pas ou ne figurent que très peu dans les législations. Donc on a une marge ici de manœuvre relativement large pour pouvoir décréter si oui ou non quelque chose est original, si oui ou non quelque chose est le fruit d'un auteur. Hein. La figure de l'auteur est une reconstruction en fait, en pratique au départ d'éléments factuels, puisqu'on ne sait pas toujours quelle est la part de la contribution humaine. Et donc, pour le moment, dans les décisions, ce qu'on voit, c'est finalement très très peu d'analyse fondamentalement de la part humaine. C'est beaucoup plus des arguments procéduraux ou des arguments qui sont tirés d'une position de principe. S'il y a un humain qui intervient, alors il y a possibilité d'originalité. D'où, par exemple, une distinction nette qui est faite parfois dans certaines doctrines entre le produit généré par l'intelligence artificielle et le produit qui n'est pas entièrement généré, donc assisté par l'intelligence artificielle. Il y a toute une série de considérations, je dis, qui permettent d'aboutir à des conclusions plutôt qui referment la possibilité de protection. C'est plutôt mon point de vue et c'est plutôt la conclusion à laquelle je suis parvenu dans l'analyse. Maintenant, peut-être que l'argumentation est tirée plus de, entre guillemets, l'interprétation juridique et amène à cette conclusion dans la décision chinoise, ou alors il y a une compréhension de l'existence d'une protection par le droit d'auteur pour le produit de l'intelligence artificielle en Chine qui serait favorable à l'industrie chinoise, puisque c'est un gros producteur évidemment d'intelligence artificielle. Laquelle de ces considérations a justifié la décision? Pour moi, ce n'est pas nécessairement clair. Évidemment, le produit d'une décision de justice, c'est avant tout le résultat d'un exercice d'argumentation avec deux parties qui s'affrontent, qui fournissent toute une série d'arguments. L'un ou l'autre en porte la conviction. Ce n'est pas toujours clair, finalement, ce qui s'est passé aussi dans l'office du juge. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle qui est une boîte noire. Hein. Parfois aussi, ce qui se passe au niveau des juridictions peut ne pas être complètement transparent, j'ai envie de dire. Donc, réponse mi-figue, mi-raisin, mais je ne sais pas en dire beaucoup plus. Je ne sais pas si vous voulez rajouter. Une chose que vous n'avez pas abordée, c'est la protection des prompts ou la protection du code informatique, parce que dans un panel similaire à celui d'aujourd'hui, les juristes avaient beaucoup insisté sur le fait que oui, effectivement, l'output n'est pas protégeable, mais par contre, le code l'était.
Bon, alors il y a effectivement un débat de dire est-ce que le prompt lui-même peut être protégé, et puis tout le résultat ensuite généré, ce seraient les œuvres dérivées du prompt, ce qui explique aussi pourquoi des prompt artistes ou engineering commencent à monétiser leurs prompts qui fonctionnent mieux sur telle ou telle machine. Dans la décision chinoise, selon ma compréhension, il était aussi une question de protéger le prompt, mais en fait, si on lit la décision, il me semble, moi non plus je ne l'ai pas lu en chinois, mais il est dit que c'est la combinaison d'un prompt sophistiqué avec les paramètres de l'outil. Donc de nouveau, on revient sur la notion de contrôle que j'évoquais, où à mon avis, les tribunaux vont aller un peu plus vers la décision chinoise pour ne pas protéger le prompt lui-même, mais au contraire, déjà la sophistication du prompt, donc pas n'importe quel prompt, et par ailleurs, certaines actions de contrôle sur l'outil, avec les différents paramètres. Je ne sais pas si tu veux compléter. C'est une vue qui est assez majoritaire, effectivement, et c'est finalement celle qu'on retrouve beaucoup, comme je dis, dans les décisions, par exemple, tchèque, qui a refusé l'existence d'une protection par le droit d'auteur. En fait, il n'y a pas d'éléments de preuve qui permettent d'établir que, effectivement, l'auteur aurait contribué par son prompt, la création finale. Donc, il y a des questions qui sont plus liées à du droit procédural. Pour le reste, effectivement, c'est plutôt cette position-là qui est majoritairement défendue. C'est le prompt pourrait permettre de donner prise à une certaine part de personnalité de l'auteur. Et donc, on voit la collaboration machine-humain. Personnellement, je ne suis pas du tout convaincu, mais pour des raisons qui sont peut-être complexes à évoquer ici, puisque c'est lié à toute l'architecture du droit d'auteur. Et donc là, il faudrait qu'on en parle pendant plusieurs heures pour que j'essaie de vous convaincre du résultat. C'est pour ça que je renvoie plutôt vers des écrits. Mais c'est un débat. Il n'est pas terminé. Ma position sur ce point-là, et je pense qu'elle est importante à souligner, c'est qu'on ne sait pas comment ça va fonctionner demain. Et ce que l'on sait aussi, c'est que dans la dynamique en droit international de la propriété intellectuelle, il y a ce qu'on appelle un ratcheting up effect, donc un effet cliqué vers le haut, c'est-à-dire quand on monte d'un niveau de protection, on ne sait pas redescendre. Il y a toute une série d'éléments politiques, de droit international, etc., qui amènent à cela. Et donc, si jamais on allait vers une protection de droit d'auteur et que dans quelques années, on se rendait compte qu'en fait, c'était un problème, c'était une erreur, toute l'industrie sera structurée autour de cette logique-là, on ne saura pas revenir en arrière ou de manière très, très, très difficile. Et donc, voilà, il vaut mieux avoir une approche suisse plutôt précautionneuse pour ne pas justement aller trop vite dans la direction d'une protection. Étant précisé, dernier point, pour ma part, que si j'ai bien compris, il y a des artistes, je pense, dans cette salle, le prompting, c'est bientôt même désuet déjà. Je crois que les artistes, ils ne fonctionnent plus uniquement, en tout cas par prompt, c'est surtout la paramétrabilité sur toutes les briques de l'outil. Il y a aussi des commandes en langage naturel, éventuellement. Ils n'ont même pas besoin de coder, finalement. C'est à moi, oui. Bonjour. Voilà, merci de toutes ces interventions, c'est vraiment super intéressant. Ça me rappelle, en fait, j'ai fait partie en son temps d'un autre lab qui s'appelait le Legal Advice Board, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui avait été créé par Yves Poulette, à l'époque professeur en droit intellectuel à l'université de Namur. Et donc ce lab réunissait des ingénieurs et des juristes spécialisés en propriété intellectuelle, et c'est à ce titre-là que j'en faisais partie à l'époque, pour discuter de ce qui est devenu le GPS. Donc c'était la protection de toutes les cartes géographiques, toutes les images, et on se posait la question à l'époque, mais quelle protection apporter à la mise en la base de données non originale de tous ces éléments. Voilà. Donc on est un peu dans une mécanique un peu équivalente aujourd'hui. Finalement, les choses évoluent toujours dans la même dynamique, et on se retrouve toujours entre le marteau et l'enclume. Il y a une chose qui m'a fait réagir, monsieur Cabé, c'est quand vous avez fait un lien entre la compensation équitable, une rémunération, et le statut de l'artiste. Je suis membre de la commission du travail des arts, donc c'est à ce titre-là que je réagis. Le statut de l'artiste, le nom est peut-être un peu ambigu, mais ça rémunère les travailleurs des arts lorsqu'ils ne travaillent pas. Cette compensation équitable, droit exclusif, et quand il n'y a pas moyen d'avoir l'exercice d'un droit, mais ça je laisserai les représentants des auteurs et des artistes le dire mieux que moi, la compensation équitable, ça rémunère les artistes, les auteurs, quand ils travaillent. Donc,
je crois qu'il faut vraiment faire très attention à bien séparer les choses. Le statut de l'artiste, en Belgique en tout cas, rémunère, donc c'est une sorte de... C'est la rémunération quand les auteurs, les artistes, les travailleurs ne travaillent pas. Donc ça relève du chômage. Voilà, donc là, pour moi, le droit à la rémunération ne doit absolument pas être utilisé pour assurer un approvisionnement financier de ce package. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Donc je suis plutôt dans le sens de ce qui a été dit par M. Benhamou, de considérer que cette rémunération équitable devrait permettre de rémunérer les titulaires de droits d'auteur ou droits voisins lorsqu'il n'y a pas moyen, donc pour l'utilisation de leur contribution dans l'intelligence artificielle. Voilà. Merci. Si je peux juste une toute petite réflexion. Donc merci beaucoup, je suis très heureux et je serais ravi de discuter d'ailleurs avec vous ensuite parce que donc moi je suis un spécialiste du droit d'auteur, pas un spécialiste du droit social des artistes. Donc ça c'est une première chose. Et donc je tiens juste à dire, préciser d'où vient finalement l'idée. Donc un statut d'artiste a été réformé récemment. Il est envisagé de le réformer. Il y a des discussions qui sont en tout cas portées par certains politiques. On a été en campagne électorale il n'y a pas si longtemps. On y est toujours puisqu'on va tous, en tout cas pour une bonne partie d'entre nous, voter dimanche. Donc on n'est pas au même niveau de pouvoir, mais on a eu ce mot d'ordre-là avancé. J'ai vu passer de temps en temps l'idée de financer le statut d'artiste à travers des taxes sur les GAFAM. Donc ce sont des termes que j'ai vus, des idées avancées dans le discours politique. Et donc ça m'a un peu interpellé. Et la réflexion, elle est simple. Si on part du principe qu'effectivement on a une concurrence entre le produit de l'intelligence artificielle et le produit de l'intelligence humaine, que d'un point de vue économique, ces biens peuvent être considérés comme substituables. Si on voulait justifier l'idée d'une taxe sur les GAFAM pour financer le statut d'artiste, on a là un argument économique et juridique assez fort. L'idée que les artistes, les auteurs, en fait, soient solidaires les uns des autres est à l'origine même de la constitution des sociétés de gestion collective. Ce sont finalement les auteurs qui se sont mis ensemble pour mutualiser les coûts afin quand même de justement faire face à la difficulté de gérer seul l'exploitation de ces œuvres. Donc l'idée d'une solidarité entre auteurs et artistes au sens plus large, indépendamment du fait que pour le moment on est dans un régime qui relève du chômage plutôt que d'une reconnaissance pleine et entière de ce que l'artiste a, en fait, a un travail qui a, suivant le secteur d'ailleurs culturel, une réalité économique particulière. Le musicien de jazz est très loin de la réalité de l'artiste plasticien, qui est très loin de la réalité du codeur ou de l'artiste digital, ou du musicien à l'Orchestre national de Belgique. On a chaque fois des situations très différentes. Et donc, l'idée, toute simple, c'est de prendre acte de cette substituabilité et de peut-être trouver là un argument juridique et économique pour venir donner un peu de poids à cette idée que je vois véhiculée dans certains discours politiques. Donc, c'est pas plus élaboré que ça, et on peut parfaitement critiquer, je n'ai aucune difficulté avec ça. Je me suis juste dit, c'est l'occasion de déposer ça sur la table, et je vous laisse évidemment faire ce que vous voulez. Merci pour cette réponse qui va justement me donner l'occasion de rebondir sur ce que j'avais envie de poser comme question. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans la journée aujourd'hui, depuis ce matin, c'est qu'on voit différents cas de figure, différents cas d'école, que ce soit la transposition d'un modèle orwellien à Paris sur base d'un travail artistique de Mathieu en Chine, que ce soit la disparition d'un talent des voix off de Nathalie, que ce soit la question de l'input ou de l'output, de l'humain, de l'inhumain. À chaque fois, on est confronté au fait que la technologie va beaucoup plus vite que le développement d'un cadre légal ou d'un cadre politique ou législatif. Et le point commun que je vois entre toutes ces histoires, c'est je vois un petit chien qui court derrière sa queue, comme ça, et qui n'arrive jamais à la rattraper. Pourquoi ? Parce que le techno a toujours un coup d'avance sur en fait, le créateur, le législateur et le politique. Alors la question est la suivante. Est-ce qu'un jour, vous pensez que ce petit chien va attraper sa queue ? Ben, je vous compléterai. Le petit chien ne peut pas rattraper sa queue, Yuri. Mais peut-être que ton analogie n'est pas la bonne non plus. Donc, mais
effectivement, ce que je disais, les technologies sont un train lancé à grande vitesse et qui n'est pas arrêtable. Et puis, tout ce qui a à être inventé sera inventé. C'est pas Abel Quentin, l'auteur du bouquin Cabane, qui l'a produit cette phrase-là. C'est dans l'étude sociologique des sciences et des technologies depuis toujours. Quand la machine est lancée, c'est extrêmement difficile à arrêter. Je sais pas, c'est le génie humain, c'est cette espèce de réflexe de croissance. Et on sait que ce réflexe de croissance est à questionner au moment où on se parle. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai introduit la notion des régimes de gouvernance collaborative ou des forums hybrides, parce qu'il faut essayer de... C'est pas d'hier qu'on le dit, il faut essayer de casser la machine. Mais casser la machine, ça ne veut pas dire de casser la machine pour plus en avoir après. En fait, c'est de là toute l'idée de la régulation puis des réformes. Mais il faut qu'il y ait la volonté politique. Et je sais que la volonté politique est souvent présente, mais qu'il y a constamment des grains de sable dans l'engrenage. Donc, comment revient-on à des valeurs humaines de réflexion partagée qui nous permettent de sortir de l'impasse? Honnêtement, je ne le sais pas. Mais le cadre-ciel des régimes de gouvernance collaborative est très intéressant pour, à ce filtre-là, regarder un peu un cas spécifique puis l'analyser en vertu de comment on pourrait parvenir éventuellement à en gouverner les conséquences. Donc, je vous invite à le consulter. Puis, pour l'instant, moi, c'est là que j'en suis. Merci. L'analogie avec le petit chien, c'est vrai qu'elle est intéressante, elle est presque pessimiste, hein, puisqu'il ne peut pas l'attraper. Moi, je dirais peut-être 3 mots-clés, si j'ose. L'un, premier, c'est souveraineté ou souveraineté culturelle. Donc les pays doivent vraiment se positionner et se poser la question de la souveraineté, notamment culturelle, pour les questions de diversité. Comment faire? Deuxième mot, c'est à mon avis la transversalité, c'est-à-dire qu'il est obligatoire que l'informaticien raisonne avec l'éthicien, qui raisonne avec le juriste et ainsi de suite, de manière transversale pour ne pas omettre une dimension. Et troisième, pour la légistique, l'approche, là je fais un peu de juridique, mais une approche légistique, le troisième mot, c'est l'agilité. Et comment faire? Je pense qu'une méthode législative qui est intéressante, c'est la combinaison entre le hard law, donc les règles strictes dans le texte, et puis le soft law, type comme on en a parlé, les codes de conduite, qui eux sont agiles et permettent d'adapter. Et je dis que ce dosage est important, me semble-t-il, parce que vous avez tous entendu parler du Brussels Effect. Donc là, je reviens sur ma casquette d'outsider. On entend parler beaucoup du Brussels Effect, c'est-à-dire les règles européennes comme le RGPD ou les AI Act, qui demandent d'ailleurs, avec des effets extraterritoriaux, que tout le monde doit les respecter, même à l'étranger, dès qu'ils déploient leurs services en Europe. Être les premiers pionniers à apporter des règles claires. Ce n'est pas encore démontré que le RGPD et le AI Act permettent de stimuler l'innovation. Et puis après, peut-être la diversité culturelle. Donc il est possible que l'Union européenne se tire une balle dans le pied. Donc pour éviter peut-être d'avoir des règles trop détaillées, d'ailleurs l'AI Act, on dit que c'est des fois une législation de logiciels, hein, tellement les détaillés de centaines de pages. Peut-être d'avoir un dosage peut-être un peu plus frugal dans le hard law, peut-être pour les prochaines AI Act si vous en refaites, et puis peut-être d'envisager une partie dans le soft law parce qu'il est très dynamique et puis il permet de mettre toutes les parties à table et puis de l'amender régulièrement. Je vais rebondir sur ce que Yannick vient de dire. C'est tout à fait, je suis très en phase avec ça. Et il y a deux manières d'aborder la question. Il y a la question de la méthodologie et la question de la faisabilité. Je m'explique sur la question de la méthodologie. En réalité, le droit est un instrument conservateur. Il est très rigide. Et donc, il doit intégrer en fait des concepts ouverts qui lui permettent d'anticiper sur des développements futurs. On est resté pendant 2 siècles avec une définition du principe de responsabilité qui se trouvait dans l'article 1382 du Code civil, qui disait « Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette phrase a permis d'assurer toutes les questions de responsabilité pendant près de 2 siècles. Et on a quand même connu la révolution industrielle entre-temps. On est toujours sur la base de ces principes de responsabilité pour la révolution numérique. Donc, ces concepts, en fait, sont très puissants parce qu'ils renferment en eux les éléments qui permettent d'anticiper sur le futur. Le problème, évidemment, c'est que le droit de la propriété intellectuelle a été constitué dans un temps
très différents, notamment par rapport à une économie qui n'était pas basée sur les données, sur le numérique, et donc qui se fonde en fait sur une réalité matérielle très différente. Les concepts étaient opérants, jusque peut-être récemment, et jusque, j'ai envie de dire, l'explosion du numérique. Aujourd'hui, ils sont en fait inopérants. On a par exemple un découplage entre la notion de atteinte au droit et d'usage professionnel. Donc on arrive à toucher tous les usages privés qui peut-être avant échappaient au droit de la propriété intellectuelle parce qu'ils étaient confinés dans l'intimité. On a un découplage entre la notion d'utilisation en droit d'auteur qui peut viser des cas purement techniques et la notion d'exploitation. En fait, tout ça est le fruit d'une évolution. Et donc, on pourrait, d'un point de vue méthodologique, repenser le droit de manière à ce qu'il intègre des concepts opérants pour anticiper sur certaines de ces évolutions. Alors, ça, c'est d'un point de vue méthodologique. Le problème, c'est la faisabilité de cela. Le problème de la faisabilité, c'est que ce droit de la propriété intellectuelle est inscrit dans des traités internationaux qu'il est très difficile de modifier. Probablement, d'un point de vue pragmatique, c'est impossible. Un exemple type, et que j'utilise souvent pour illustrer cette question-là, le droit d'auteur dure toute la vie de l'auteur, plus 70 ans. C'est tout à fait appréciable pour toute une série d'œuvres qui sont probablement créées par des gens dans cette salle, qui sont des œuvres d'art. Mais ça vaut aussi pour par exemple, des manuels d'utilisation d'un smartphone, qui peuvent être aussi protégés par le droit d'auteur. Pour des photographies croquettes de fromage, pour des pinces à trier la ferraille, pour des sacs à main, pour des conditions générales d'utilisation. Ce que je suis en train de vous citer sont des exemples en fait, d'œuvres originales suivant la jurisprudence belge. Ce sont des cas réels. Je ne suis pas en train d'inventer, c'est le point commun entre tout ça. Et donc, évidemment, quand on a un droit de la propriété intellectuelle qui est aussi large et qui est inscrit dans du droit international qu'on ne sait pas modifier sauf unanimité ou autre, ou pratique contraire communément admise, on doit faire avec ce système en fait, et on doit bricoler à l'intérieur. Le mouvement open source n'est pas l'absence de propriété intellectuelle, c'est en fait le système de contractualisation de la propriété intellectuelle. Les licences Creative Commons ne sont pas l'absence de propriété intellectuelle, ce sont des contrats de propriété intellectuelle. Donc c'est difficile, mais on fonctionne avec ces outils. Donc la méthodologie, on pourrait faire quelque chose de mieux, et je suis tout à fait d'accord, on doit faire des choses plus simples. Le problème, c'est la faisabilité en droit d'un point de vue politique. Et ça, là, je suis beaucoup plus pessimiste, malheureusement. Oui. Donc le chien ne rattrape pas. Je vais peut-être essayer d'amener un petit peu d'optimisme alors immédiatement à toi. Je le disais tout à l'heure, je suis convaincu qu'on a une boîte à outils qui permet de résoudre beaucoup de choses en élargissant simplement le champ de la législation ou du dispositif de gestion ou de traitement du problème. Je vais essayer d'en donner encore 2 exemples ici pour compléter ce qui a été dit cet après-midi. Vous avez évoqué tous les deux la question d'un risque d'intelligence artificielle développée, entraînée sans corpus européen. Le quota qu'on a mis en place pour la diffusion linéaire des œuvres en matière de télévision de 50%, ou le quota qui a été mis en place pour toutes les plateformes de streaming à 30%, il suffirait d'avoir un quota sur les œuvres qui sont mises dans les datasets. Le dispositif existe, je veux dire, il suffit de le copier-coller avec une analyse, sinon Google va immédiatement nous envoyer à la Cour de justice, mais on fait une analyse d'impact et on le fait. Donc pour moi, ça, c'est pas très compliqué en soi. Je vais prendre un deuxième dispositif qui existe aussi et qu'on peut étendre, c'est la chronologie des usages. Donc dans certains types d'exploitation, le législateur a indiqué que, par exemple, on ne pouvait pas prêter des œuvres dans des bibliothèques moins de 3 mois, 6 mois, 1 an, selon, après la sortie, la mise en marché initiale. Le cinéma repose beaucoup sur des chronologies d'usage entre la salle de cinéma, les plateformes de streaming et puis les diffusions télé. Eh bien, moi, j'ai été très frappé que ChatGPT, à son lancement, avait bien souligné que les datasets utilisés avaient 2 ans
de retard et qu'il n'y avait aucune donnée de moins de 2 ans dans les datasets utilisés. C'est donc techniquement possible de limiter la date, je dirais, de création de l'œuvre utilisée ou de la data utilisée. Et donc, on pourrait très très bien, en vertu du test en 3 étapes, je m'excuse pour ceux qui ne sont pas juristes ici, mais qui me semble être un outil majeur à utiliser, comme le droit de la concurrence, je le disais tout à l'heure, on peut très bien utiliser pour préserver les intérêts des ayants droit sans pour autant interdire totalement l'usage, par exemple dans les usages scientifiques, de dire que pendant 3 ans, 2 ans, 5 ans, ce qu'on veut, il faut faire l'analyse selon le type d'œuvre, on introduit une chronologie d'usage. Enfin, je vais terminer sur 2 petits points. Je pense que ce que vous avez dit sur les recensements, les bases de données, les numérotations, les crédits, donc le droit moral des auteurs et des artistes-interprètes, qui prévoit le droit de paternité et de maternité, est crucial aujourd'hui, évidemment, puisque si on ouvre la transparence des boîtes de data, si les œuvres ne sont pas rattachées à des métadonnées où on retrouve les crédits des auteurs et des artistes-interprètes, on aura du mal à identifier ce qui appartient à qui. Et puis, dernière chose, je vais repasser une couche, Julien, sur ce qu'a dit Françoise Avlanche, sur l'ensemble des organisations professionnelles d'auteurs et d'artistes et de travailleurs des arts, techniciens artistiques, etc., ont écrit récemment pour dire qu'ils ne veulent pas que leur protection sociale dépende d'autre chose que de la solidarité interprofessionnelle à laquelle ils contribuent. Ceci pour des raisons doubles. D'une part, parce que ce dont on parle avec le régime artiste, c'est bien un accès à la protection sociale et aux différentes branches de cette protection sociale, régime d'allocation en cas d'intermittence, en cas de chômage, en cas d'accident du travail, en cas enfin, toutes les protections que tu connais, la pension aussi. Et c'est bien parce qu'il y a un dispositif extrêmement vaste à la fois de cotisation et d'allocation pour les différents risques en question, qu'on se sent protégé et non pas susceptible d'être visé par des restrictions budgétaires spécifiques. Deuxièmement, c'est aussi une façon d'être solidaire de l'ensemble de la société, notamment pour des débats comme celui sur, par exemple, le droit d'allocation au chômage. Pour les Belges comprendront de quoi je parle ici, puisque c'est un sujet qui va venir au gouvernement fédéral nouveau dans quelques mois. Et donc, après, ce qui est intéressant peut-être, et c'est notamment une idée d'une économiste française que tu connais, Madame Benabou, qui a proposé que le domaine public, je reviens au domaine protégé collectif et non plus au domaine protégé individuel, que le domaine public puisse lui servir à créer une rémunération ou des aides publiques, par exemple financer le centre du cinéma, financer le centre national de la musique, etc., pour prendre un exemple français, avec une perception sur ce qui n'est plus protégé à titre individuel, mais ce qui est le fond commun de notre culture, de notre patrimoine artistique et scientifique. Et ça, c'est une idée que l'on doit à Victor Hugo déjà. Juste un complément par rapport aux pistes de solutions. Je voulais juste compléter et faire l'interface avec ce qui a été dit pour des modes de gouvernance. Ce qu'on a peu évoqué au-delà de la législation, c'est les mécanismes type contractuel, où je pense, si on revient à la chaîne de valeur, où il y a beaucoup d'intermédiaires, et même le travailleur du clic, nous autres internautes, on peut aussi renforcer la collectivisation des droits, et pas que droits d'auteur, mais même les droits des données personnelles ou des droits contractuels, puis essayer au niveau gouvernance de créer des data trusts ou des intermédiaires de données pour essayer de valoriser ces données et puis créer un peu une collectivité qui fait contre-pouvoir des géants pour ensuite demander redevance, notamment pour les travailleurs du clic. Donc là aussi, je pense qu'il y a une jolie piste d'exploration qui n'est pas suffisamment explorée. Nous allons prendre la dernière question, dernière intervention. Merci. J'ai 2 petites questions. La première pour M. Benamou. Tout à l'heure, vous parliez de rééquilibrer la fonction de droit d'auteur. Vous disiez en s'appuyant sur la jurisprudence et pas spécialement de changement législatif. Je voulais voir si vous pouviez développer un tout petit peu, mais du coup en 2 minutes. Et une question un petit peu plus large, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure,
le chiffre de 300 millions d'emplois qui seraient perdus dans les prochaines années à cause de l'évolution technologique. Je voulais savoir, alors je sais que vous êtes spécialiste en droit, en propriété intellectuelle, donc ça sort peut-être un peu de vos champs habituels. Je voulais savoir si vous avez des exemples historiques de rémunérations qui auraient été dégagées quelque part pour compenser les pertes d'emploi justement à cause d'un saut technologique comme celui-ci. Parce que c'est quelque chose que vous avez envisagé tous les deux. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on peut souhaiter. Je voulais voir si ça avait déjà été présent à un moment dans l'histoire. Intéressant, merci beaucoup. Je réponds juste la première, je te passe pour la deuxième, et si jamais je complète, si tu veux. Ou tu veux que je réponde? D'accord, ça te laisse le temps de... Alors, pour le premier point, peut-être plutôt une interprétation versus une réelle réforme législative. Alors, si on pense aux fonctions créatives, où je proposais de trouver meilleure rémunération, là, il suffirait typiquement le système Union européenne avec l'opt-out et l'opt-in par monétisation des data. Maintenant, les ayants droit pourraient mandater les sociétés de gestion pour ensuite prélever les redevances pour les intrants qui peuvent être maintenant monétisés. C'est un exemple. J'ai mentionné l'INA en France ou la BNF qui, elle, a déjà des catalogues qui pourraient être mandatés par les ayants droit pour monétiser. Voilà un exemple de... C'est même plus interprétation, c'est utiliser le cadre existant. Pour la fonction éducative, pour un meilleur accès aux œuvres, alors là, effectivement, il y a une tendance, semble-t-il, je parle sous le contrôle d'autres juristes européens, de la Cour de justice de l'Union européenne, parfois prendre les libertés fondamentales pour interpréter son droit d'auteur, pour essayer d'élargir un peu le catalogue d'exceptions, en tout cas de le flexibiliser un peu, et pourrait peut-être au nom de la recherche scientifique ou pédagogique ou même créative, à mon avis, essayer d'être un peu créative elle-même pour renforcer certaines exceptions du droit d'auteur. Mais après, peut-être qu'il y a d'autres pistes qui devront évidemment passer par une réforme. Puis la deuxième, tu as eu le temps pour le deuxième point? J'ai pas d'idée précise, mais j'envisagerais dans l'autre sens, pas en termes de saut technologique qui permettent de dégager une rémunération, mais saut technologique qui permet d'éviter des coûts. Parce que finalement, on a envisagé la chose sur le plan économique, mais ça a été dit dès le départ. Typiquement, cette technologie dont on est en train de parler, par exemple, consomme une énergie folle, ce qui veut dire que c'est un coût que l'on supporte tous, et on est quand même en train de parler d'un enjeu capital pour l'ensemble de l'humanité, bien avant l'intelligence artificielle qui risque de nous faire disparaître, c'est plutôt l'enjeu écologique. Et donc, fondamentalement, l'évolution des technologies était censée permettre de dégager l'être humain de son asservissement à la nature. Je pense qu'on a limité les coûts, par exemple, en déployant des systèmes d'excavation de la mine pour justement les gens qui devaient descendre dans ces mines pendant des journées entières et qui en ont souffert. On a eu des incidents tragiques ici en Belgique. Donc, c'est le voir dans l'autre sens. Je ne sais pas, comme ça, quel saut technologique a permis clairement de dégager une rémunération qui a bénéficié à l'ensemble de la population ou à des catégories, disons, relativement larges. Je pense que plutôt le fonctionnement, et ça a été dénoncé plus souvent à la société capitaliste dans laquelle on vit, je pense que son fonctionnement a amené plus à ce que ces sauts technologiques permettent de dégager une rémunération particulière qui a bénéficié à certaines catégories très 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 limitées d'individus. Par contre, ça a fait, je pense, diminuer toute une série de coûts. Et voilà, c'est l'exemple qui m'est venu, mais de nouveau, ne soyons pas naïfs, ça fait augmenter toute une série de coûts également. On gagne du temps avec l'intelligence artificielle, mais j'imagine que vous, comme moi, vous devenez fou avec le nombre d'emails que vous recevez et le nombre de communications auxquelles vous devez répondre. Voilà, donc c'est une question complexe et je pense qu'il ne faut pas envisager le coût ou la rémunération uniquement à travers le prisme économique ou plutôt monétaire. Je crois qu'il faut envisager ça de manière beaucoup plus large. On a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de création artistique. Finalement, on est quand même en train de parler de la place de l'être humain dans la société. Et donc, l'être humain, heureusement, ce n'est pas juste une question monétaire. Peut-être deux exemples de sauts technologiques où le droit d'auteur a été réformé. Mais à mon avis, je ne pense pas que ça a marché. C'est-à-dire la réforme n'a pas marché, je pense. Donc, premier exemple, c'est peut-être celui-là a mieux marché. C'est la gestion collective qui est née avec Victor Hugo, lorsque les artistes ont commencé à jouer dans les salles de concert, les bars, etc. Donc, vous connaissez l'anecdote.
Beaumarchais, qui s'est levé de table et qui n'a pas payé son café en disant non mais il y a le groupe de musique qui joue, donc j'ai déjà payé mon café. Et donc ça a fait naître les sociétés de gestion pour collecter pour la massivité des œuvres les redevances à la place des ayants droit individuels. Deuxième exemple, c'est le disque. On a des droits d'auteur prélevés sur le disque en raison de la copie massive des disques. Et puis là, on a les droits voisins, également avec Internet, ou le droit des phonogrammes. Mais aux artistes et aux producteurs de phonogrammes et aux droits voisins des interprètes. Mais mon point, c'est que, sauf erreur, les études sur l'employabilité des artistes et les revenus des artistes continuent pour la plupart de vivre de leur travail, job alimentaire, artistique ou pas, mais à mon avis, droit d'auteur, c'est un peu un mythe qu'ils vivent du droit d'auteur. Et j'étais curieux de ta conclusion familiale, que ton père a vécu bien des droits voisins et droits d'auteur, parce que, à mon sens, tous les artistes que je connais ne vivent pas des droits d'auteur. Voilà. C'est plutôt les superstars, mais pas les... Alors ton père est une superstar. La conclusion, c'est que le monde a changé et que pendant un temps, lorsqu'on avait la chance de pouvoir avoir une certaine exposition, le droit d'auteur et les droits voisins permettaient d'avoir une rétribution qui était relativement appréciable. Elle ne dure pas toute la carrière, elle peut durer un temps et qu'effectivement, c'est quelque chose dont voilà, moi, un membre de ma famille a pu bénéficier. Mais je pense que maintenant, c'est extrêmement difficile. Je ne connais pas beaucoup de musiciens de jazz, moins encore des musiciens qui chantent en bois-long de Liège comme mon père, qui vivent de ça à travers leurs droits d'auteur et leurs droits voisins. C'est évidemment d'autres activités. Hein. Donc c'est plus ça que je voulais souligner. Le monde a changé, l'exploitation économique des œuvres a changé. Peut-être qu'il y a moyen aussi de changer d'idées en termes de solidarité ou de moyens d'aller chercher justement une rémunération. Voilà, ce sont des idées qui sont déposées là. C'est une question, pardon, mais je ne veux pas monopoliser. C'est une question délicate. C'est une question délicate en droit institutionnel de l'Union européenne. Et donc, je pense que c'est malheureux que qu'on doive attendre pendant des années pour avoir une réponse. Mais je pense que c'est sage parce que la portée de la décision qui sera entreprise par la Cour de justice de l'Union européenne, pour peu qu'elle soit favorable aux auteurs et aux artistes-interprètes, va pouvoir rayonner dans l'ensemble de l'Union européenne et permettre effectivement peut-être de soutenir une action européenne en faveur de ces auteurs et de ces artistes. Donc, sur le plan économique, ça va peut-être prendre du temps, mais je pense que si la décision est bonne, ce sera bon pour tout le monde, pas juste pour les auteurs belges. Je finirais, moi, par le fait qu'on est confronté maintenant, on est face à des propositions de nature globale. La planète s'est vraiment rapetissée autour de ces technologies et par ailleurs, tous les filets qu'on tente de mettre en place pour essayer d'attraper le truc puis d'en faire quelque chose de respectueux, éthique et cohérent demeurent assujettis à des régulations puis du droit différencié et asynchrone selon les territoires et les pays. Puis ça, je pense qu'on n'a pas parlé de droit international. C'est pas mon champ, mais on est face certainement à un problème de cette nature-là. Face à une menace, appelons ça une menace ou une réalité globale, on continue à essayer de trouver des solutions régionales ou nationales. Puis il y a comme une déconnexion, il me semble, entre les deux. Et